Si toute votre ville était envahie par des milliers de créatures mortelles cherchant à se repaître de chair humaine, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre Dieu et ses monstres dans Day of Reckoning, le jour du jugement. Ce père va perdre presque tous ses proches. Ce groupe de collègues fête l'anniversaire de l'un d'eux dans une raffinerie lorsqu'ils aperçoivent une ombre émergeant de l'un des puits qu'ils ont forés profondément dans la terre. Soudain, une énorme créature ressemblant à un oiseau surgit et tue le gars qui fête son anniversaire. Cette chose est laide et ressemble à un ancien prédateur doté d'instincts meurtriers. D'autres créatures surgissent et mettent en pièces toutes les personnes présentes dans la raffinerie. Puis des milliers de ces bêtes surgissent des profondeurs de la terre et attaquent les grandes villes du monde entier. Il existe une infinité de créatures volantes et rampantes, tout aussi grotesques et vicieuses les unes que les autres. La planète entière semble envahie et tout espoir semble perdu, alors qu'elles font des ravages sur de nombreux sites importants. 15 ans plus tard, tout semble être revenu à la normale, sans qu'on sache pourquoi. David est un employé en col bleu, qui passe une journée de travail ordinaire. Il travaille dans la crasse en rampant dans les bouches d'aération pour enlever des animaux morts. Il est ensuite envoyé bouler par ses collègues snobs quand il essaie de leur parler. David ne se doute pas que dans moins de 24 heures, il devra se transformer en Action Man héroïque pour protéger son entourage contre des créatures infernales. Dans une école, cette prof de science est en train de travailler quand son collègue intello s'approche pour lui demander une faveur. L'homme semble intéressé et il veut l'inviter à dîner. L'enseignante hésite mais finit par accepter, ce qui rend l'homme très heureux. Pendant ce temps, le fils de l'enseignante, Tyler, se trouve dans un skatepark voisin, quand le jeune skateur aperçoit sa petite amie Maddie qui l'attend. Il la rejoint en skate et lui demande si elle va bien. La jeune fille lui révèle alors que ses parents l'ont abandonnée pour partir en vacances, et que pour ne rien arranger, l'éclipse aura lieu demain. Elle est terrifiée à l'idée de mourir, mais son petit ami lui assure qu'ils survivront. Ce soir-là, David se présente à la maison du skateur pour le récupérer. David et l'enseignante sont les parents du garçon. Ils sont divorcés, mais ils ont conclu un accord de garde partagé. Le père parle avec son ex-femme et il est clair qu'il y a de l'amertume entre eux. Mais elle l'autorise à emmener leur fils chez lui pour le week-end. Chez le père, Tyler et lui regardent des films jusque tard dans la nuit, quand le téléphone sonne. C'est l'oncle de David, qui appelle pour donner des nouvelles urgentes. Il prévient le père que le jour du jugement va se reproduire, comme il y a 15 ans. L'oncle dit qu'ils ont moins de 12 heures avant que ça ne commence. Et il leur demande de se rendre dans son complexe sécurisé dans le désert. Pendant ce temps, le skateur voit à la télé un reportage qui annonce que des milliers de poissons morts ont échoué sur le rivage. C'est le premier des 3 signes indiquant qu'une nouvelle apocalypse mondiale est en train de se produire. Et personne ne pourra rien faire pour l'arrêter. Ok, les dirigeants mondiaux ont totalement raté leur coup dans ce véritable scénario d'apocalypse. Même s'ils ont eu 15 ans pour trouver le moyen d'empêcher une nouvelle apocalypse, tout ce qu'ils ont réussi à découvrir, ce sont 3 signes indiquant qu'une autre apocalypse est en train de se produire. Les gouvernements du monde entier auraient dû faire travailler leurs meilleurs scientifiques 24 heures sur 24 sur cette question. Même si ces signes sont loin d'être suffisants, nous pouvons quand même travailler avec ce que nous avons pour trouver un moyen de vaincre cette chose. Le premier signe, la mort des poissons, n'est probablement que le symptôme d'un changement environnemental mortel pour la vie marine. C'est ce changement environnemental qui est le véritable signe précurseur de l'approche d'un jour du jugement. La mort de la vie marine peut être causée par un certain nombre de facteurs observables, tels qu'un changement de température, de l'acidité ou de l'oxygénation de l'eau. Au lieu d'attendre que la vie marine meure à cause de ces changements, ce qui peut prendre plusieurs jours, nous aurions dû mesurer de près les changements de ces facteurs environnementaux pour mieux les détecter. Par exemple, si un changement de température de quelques degrés seulement tue les poissons pendant plusieurs jours, le fait de détecter ce changement, au lieu d'attendre de voir les poissons morts, nous donnera de précieuses journées supplémentaires pour mettre tout le monde à l'abri. En outre, bien que ces créatures ne soient manifestement pas originaires du monde connu, elles se comportent comme des animaux sauvages. Lors de leur première attaque il y a 15 ans, on a pu constater qu'elles suivaient les règles de la biologie. Les différents types de créatures ont une morphologie similaire à celle d'animaux familiers, comme par exemple les chiens et les taureaux. Et ils ont des comportements similaires à ceux des animaux ordinaires qui chassent pour manger. Ça signifie que, tout comme dans le règne animal que nous connaissons, elles proviennent d'un écosystème prospère où les conditions sont propices à leur subsistance et à leur reproduction. Si j'étais une scientifique chargée d'étudier ces créatures, je recommanderais des expéditions dans le puits de la raffinerie pour recueillir des informations sur cet écosystème caché sous terre, et plus particulièrement sur les ressources naturelles et les conditions environnementales dont elles disposent. Il s'agit d'informations précieuses que la race humaine pourrait utiliser pour perturber l'équilibre de leur écosystème, par exemple en introduisant des espèces envahissantes ou en utilisant des armes chimiques pour contaminer les réserves de nourriture et d'eau. Ça limiterait les ressources dont elles ont besoin pour survivre et permettrait que moins de ces créatures atteignent l'âge adulte pour se reproduire. Les bébés qu'elles produiront auront également beaucoup moins de chances de survivre à leur enfance. Si nous parvenons à pousser ces créatures au bord de l'extinction dans leur propre monde souterrain, elles constitueront une menace bien moindre si elles attaquent à nouveau la surface. Les créatures qui oseront encore se montrer à la surface seront affaiblies et beaucoup moins nombreuses, ce qui permettra à nos militaires de les éliminer plus facilement. Le lendemain matin, l'enseignante appelle David pour supplier son ex de lui ramener leur fils. Elle insiste sur le fait que son nouveau petit ami, l'intello qui travaille avec elle, s'est arrangé pour qu'ils puissent tous se réfugier dans une zone de sécurité mise en place par l'armée. Le père accepte et part à la recherche de son fils.
mais il découvre qu'il s'est éclipsé pour aller voir sa petite amie. Tyler est allé la rejoindre dans le parc voisin, et alors qu'ils discutent, il voit le ciel se remplir soudainement d'oiseaux en fuite. Cette migration massive de la vie aviaire est le deuxième des 3 signes annonçant l'approche d'un jour du jugement. Le couple commence à paniquer et sort du parc en courant pour se mettre à l'abri, mais il est heureusement retrouvé par les parents de Tyler. Ils savent que les créatures vont bientôt revenir et acceptent de se cacher dans la zone de sécurité militaire en s'enfuyant aussi vite que possible dans la voiture du petit ami Intello. Au même moment, l'apocalypse a déjà commencé dans l'ancienne raffinerie. Les militaires surveillent désormais le puits qui mène au cœur de la Terre, parce qu'il constitue une porte d'entrée pour les créatures dangereuses. À ce moment-là, des créatures ressemblant à des chiens avec des pointes sur le dos émergent et tuent cet ouvrier. Les soldats lui tirent dessus avec des armes automatiques, mais elles ne semblent pas faire de dégâts. Et la créature se jette sur eux. Plus tard, la famille traverse les routes encombrées alors que tout le monde cherche à fuir la ville. Ils voient plusieurs personnes dans les rues, habillées de façon étrange et portant des pancartes indiquant que la fin du monde approche. Le père et le petit ami Intello de son ex se disputent pour savoir s'ils doivent continuer jusqu'à la zone de sécurité militaire ou aller dans le bunker sécurisé dans le désert où l'oncle de David l'avait invité la nuit précédente. Aucune des deux options ne semble garantie, mais l'Intello insiste sur le fait qu'il a obtenu des places pour toute la famille dans la zone de sécurité. Ils acceptent de continuer, mais c'est leur plus grande erreur. Après un court trajet en voiture, ils arrivent enfin. C'est la confusion totale. Des hordes de gens se précipitent et supplient qu'on les laisse passer. À l'entrée, le soldat annonce que la zone est presque pleine et qu'ils ne peuvent plus accepter que les femmes et les enfants. La copine de l'Intello insiste sur le fait qu'ils s'étaient déjà arrangés pour qu'ils puissent entrer tous les 5, mais c'est peine perdue. David et l'Intello sont renvoyés et doivent se débrouiller seuls, tandis que la prof, le skater et la petite amie sont autorisés à entrer. Le père assure à son fils qu'il s'en sortira tout seul et qu'il trouvera un endroit sûr. Mais Tyler est submergé par l'inquiétude et ne peut pas supporter de partir. Il se précipite hors de la zone de sécurité pour serrer son père dans ses bras. Et les deux femmes se précipitent à sa suite pour le faire changer d'avis. À ce moment-là, la zone de sécurité atteint sa pleine capacité. Les soldats ont cessé de laisser entrer les gens et tueront tous ceux qui tenteront de forcer le passage. Ces 5 survivants sont maintenant complètement livrés à eux-mêmes et l'enfer sur Terre est sur le point de se déchaîner sur eux. Ok, ces gens sont des crétins. S'ils avaient fait preuve d'un peu de bon sens, ils auraient compris qu'il n'existe pas de réservation au milieu d'une situation d'urgence nationale. Depuis 1h du matin la nuit précédente, la télévision diffuse des informations sur le chaos qui s'annonce. Il y a même des tarés dans la rue qui crient à la fin du monde et qui font paniquer tout le monde. Ça signifie que tous les habitants de la ville ont déjà fui pour se mettre à l'abri depuis des heures, et que toute zone protégée dont l'emplacement est connu du public sera déjà envahie quand ils viendront. Les chances qu'il y ait encore de la place pour toute la famille si près de l'apocalypse sont minces, voire nulles. De plus, comme la zone de sécurité dans laquelle la famille tente d'entrer est gérée par l'armée, il est logique que les entrées soient gardées par des officiers subalternes. Ces officiers auront fort à faire pour contrôler les hordes de personnes paniquées qui tenteront de se précipiter à l'intérieur. Et ce ne seront évidemment pas les mêmes que ceux qui ont géré les lignes téléphoniques et ont accepté des réservations. En fait, toute notion de réservation aura sûrement été abandonnée très tôt, parce que demander aux gens leur carte d'identité et devoir vérifier leur nom sur une liste de réservation géante est une totale perte de temps que personne n'acceptera en plein milieu d'une catastrophe. Si la famille voulait se cacher dans la zone de sécurité, sa seule chance aurait été d'arriver des heures plus tôt, en devançant la foule de civils terrifiés. Du coup, le bunker du désert était en fait leur meilleure option. Comme il s'agit d'un bâtiment isolé construit en privé par l'oncle paranoïaque de David, personne d'autre n'est au courant, et il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait de la place pour toute la famille. Si c'était moi à la place de David, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour forcer mon ex à laisser tomber son intello et à venir dans le bunker du désert avec moi. Tyler est la clé. L'ex a déjà appelé pour dire qu'elle était morte d'inquiétude pour la sécurité du garçon. Il est clair que si Tyler y va, sa mère suivra volontiers. Le garçon et sa petite amie s'habillent dans un style alternatif et ils aiment faire du skate. Ça signifie qu'ils sont probablement influencés par la contre-culture et qu'ils sont prêts à aller au-delà des instructions données par les figures d'autorité. Il sera donc facile d'utiliser le lien étroit entre le père et le fils pour les convaincre que les abris gouvernementaux contrôlés par l'armée ne sont pas dignes de confiance et que nous devrions plutôt nous réfugier dans le bunker du désert dont personne d'autre ne connaît l'existence. Une fois les adolescents à bord, nous pouvons rouler vers le bunker aussi vite que possible. Comme ça, quand la prof et son petit ami nous rejoindront, il sera plus facile de faire le reste du chemin jusqu'au bunker. Et étant donné que la prof veut rester avec son fils, elle acceptera de nous suivre n'importe où si le garçon est déjà convaincu par l'idée du bunker. Le groupe se rend à l'école et tente de se mettre à l'abri à l'intérieur. Mais c'est alors qu'une éclipse solaire se produit. C'est le 3e et dernier signe que le jour du jugement est arrivé. Et en effet, d'innombrables créatures sortent du sol et se déchaînent dans les rues. Elles commencent à tuer tous ceux qu'elles rencontrent et la race humaine semble totalement sans défense face à ces monstres vicieux. Incapable de trouver un moyen d'entrer dans l'école, le groupe tente de retourner dans la voiture. Mais David et le collègue Intello commencent à se disputer pour savoir qui doit prendre le volant. L'Intello donne un coup de poing à David quand soudain, une des créatures aviaires enfonce ses serres dans ses épaules et l'enlève. La famille assiste impuissante à la mort du pauvre homme en plein vol. Ça fait un survivant en moins et il en reste 8. La famille part en voiture, décidée à rejoindre le bunker dans le désert promis par l'oncle de David. D'après les informations, les créatures ont très peu de faiblesse, mais le simple sel leur est fatal. Le groupe traverse une voie navigable à sec et croise plusieurs véhicules abandonnés à proximité. Mais il se rend vite compte que quelque chose ne va pas du tout.
La voiture n'a plus d'essence et ils sont au milieu de nulle part. Le père dit à sa famille de s'enfermer dans la voiture tandis qu'il sort pour chercher un autre véhicule. Il trouve une voiture non verrouillée et y monte, découvrant que le conducteur se cache sur la banquette arrière. L'homme dit à David de ne pas faire de bruit et il lui montre du doigt une créature ressemblant à un taureau en train de dévorer un cadavre à proximité. David manœuvre discrètement la nouvelle voiture près de l'endroit où sa famille est piégée et leur fait signe de se faufiler dans le nouveau véhicule. La créature remarque la manœuvre et semble prête à attaquer. Mais le conducteur sort de la voiture et lui jette du sel dans l'espoir de la ralentir. Malheureusement, ça ne marche pas. La créature charge le conducteur et le massacre, le tuant sur le coup. Et ça fait 2 survivants en moins et il en reste 7. Grâce à leur nouveau véhicule, les membres de la famille parviennent au bunker dans le désert et le trouvent fermé à clé. Ils frappent à la porte et font des signes aux caméras situées sur le toit du bunker, mais il n'y a pas de réponse. Ils s'inquiètent du fait que l'oncle n'est peut-être même pas à l'intérieur et que personne ne pourra les sauver. Les créatures arrivant bientôt, la famille désespère et commence à frapper la porte métallique avec des pierres et essaie de briser une fenêtre sur le côté du bâtiment. Rien ne bouge. Au pire moment, les choses prennent une tournure dramatique. Ils entendent un bruit terrifiant au loin et lèvent les yeux apercevant des centaines de créatures démoniaques qui foncent vers eux en descendant la falaise. Ils sont en infériorité numérique et n'ont pas d'armes puissantes pour se protéger. Ne voulant pas se faire tuer sans se battre, le père s'arme d'un pied de biche et se tourne vers l'assaut, prêt à faire face lui-même à cette situation écrasante, même s'il n'a aucune chance de survivre. Ok, tout le monde ici est pratiquement condamné, à moins d'être sauvé par un miracle. En plus du fait que l'oncle de David devait les attendre, le véhicule de tonton est déjà garé devant le bunker et il a eu le temps de le camoufler soigneusement. Ça signifie qu'il est à l'intérieur et qu'il peut les voir à travers les caméras. Il n'y a donc aucune raison de frapper fort à la porte et de faire tout ce bruit que les créatures voisines pourraient entendre. Tout à l'heure, une créature est passée à quelques centimètres de David et n'a pas semblé pouvoir le voir ou le sentir. Cependant, quand la voiture a commencé à émettre des bips et que la famille essayait de changer de véhicule, la créature l'a immédiatement remarqué et s'est précipitée sur elle. Ça suggère que les créatures chassent principalement grâce à leur sens de l'ouïe. Comme elles viennent des profondeurs de la Terre, là où la lumière du soleil ne peut pas aller, il est logique qu'elles se fient au son plutôt qu'à la vue. C'est pourquoi c'est une mauvaise idée de frapper aux portes au milieu d'un espace ouvert où le son peut voyager. Au lieu de ça, ils auraient dû appeler l'oncle avant d'arriver pour s'assurer qu'il déverrouillera les portes pour eux quand ils seront là, et utiliser l'interphone du bunker qui existe dans le but précis de permettre aux personnes de l'extérieur de communiquer avec les personnes à l'intérieur. David aurait également dû se rendre compte qu'essayer de combattre des centaines de monstres avec un simple pied de biche n'aurait même pas permis à sa famille de gagner plus de quelques secondes. Au lieu de ça, il aurait dû remarquer que ces créatures peuvent être facilement distraites par la nourriture. Le taureau de la voie navigable n'a pas senti qu'ils étaient à proximité parce qu'il était concentré sur la consommation d'un cadavre. La famille aurait dû ramasser 2 ou 3 cadavres pendant leur trajet vers le bunker pour faire diversion. Étant donné que la route était jonchée de corps, ça aurait dû être facile à faire. Ensuite, avant d'atteindre leur destination finale et de s'y arrêter, ils auraient dû s'approcher du bunker en déchargeant les cadavres à des endroits stratégiques. S'ils avaient placé les corps à une bonne 50aine de mètres du bunker, près des points d'attaque possibles des créatures, comme le chemin de terre ou même la falaise, toutes les créatures de la région se seraient arrêtées pour se régaler des corps, et n'auraient même pas pris la peine de s'approcher de la famille. Le sel étant mortel pour les créatures, David aurait même pu enduire la viande avec de grandes quantités de sel et espérer que tout monstre qui mangera la chair sera empoisonné ou affaibli. Si tout ça avait échoué, la famille aurait dû remonter dans son véhicule et foncer à toute vitesse sur la porte du bunker pour tenter de l'enfoncer. C'est un risque dangereux qui pourrait entraîner quelques blessures, mais c'est toujours mieux que d'affronter des hordes de créatures avec un simple pied de biche, ce qui signifierait une mort certaine. Si la porte sortait de ses gonds, la famille pourrait alors entrer dans le bunker et remettre la porte en place. Ils pourraient ensuite la barricader à l'aide d'objets lourds de l'intérieur afin de sceller à nouveau l'entrée du bunker. Quelques secondes avant que les créatures ne tuent David, le groupe entend une voix provenant des haut-parleurs du bunker. C'est l'oncle qui leur dit d'entrer, et ils entendent les portes du bunker se déverrouiller. Ils entrent tous à l'intérieur et referment la porte juste à temps, bloquant les créatures qui frappent la porte pour essayer de l'enfoncer. À l'intérieur, le père voit son oncle, sa tante et un soldat à l'allure louche qu'il n'a jamais vu avant. Le soldat prétend être le fils d'un ami de l'armée de son oncle, disant qu'il a été séparé de son unité et attaqué par des créatures. Heureusement, il s'est souvenu que l'oncle avait ce bunker ici, et il l'a cherché pour se mettre en lieu sûr. David n'est pas convaincu, mais il laisse faire et le groupe se repose pour manger un peu. Pendant le repas, le soldat commence à parler de lui, et les choses deviennent effrayantes quand il explique qu'il croit que les créatures sont des démons de l'enfer, envoyés pour punir l'humanité de ses mauvaises actions. L'oncle attire discrètement l'attention de David et lui fait signe de prendre un couteau sur la table pour se protéger. Ses soupçons étant renforcés, David ne laisse pas son ex-femme quitter la pièce seule quand elle dit qu'elle veut aller dormir. Le soldat s'en aperçoit et sachant que David a des doutes sur lui, il sort une arme et menace la famille. Voyant là une occasion à saisir, le skateur tente de l'attraper par derrière, mais ça ne marche pas.
Le soldat le repousse, encore plus tenté de tuer tout le monde et de garder le bunker et ses réserves pour lui tout seul. À ce moment-là, le groupe se rend compte que le vacarme à l'extérieur s'est calmé. Ils tendent l'oreille quand une créature ressemblant à un serpent jaillit et mord la tente au cou. Profitant de cette distraction, David attaque le soldat et le maîtrise, s'emparant de son arme et le faisant tomber à terre. Tandis que les autres soignent la blessure de la tante, le soldat constate qu'il est désormais à la merci de la famille. Il explique que les créatures repartiront d'où elles sont venues dans quelques heures, mais que la porte du bunker ne résistera pas aussi longtemps. Il dit aux autres que le site de l'ancienne raffinerie est un endroit sûr, parce que les créatures ont quitté la zone et qu'ils pourront s'y cacher jusqu'à ce qu'elles retournent en enfer. Le soldat dit qu'il a garé son véhicule un peu plus loin et qu'il devrait s'y rendre avant que les créatures ne pénètrent dans le bunker. N'ayant pas d'autre choix, la famille accepte son plan. Il lui attache les mains et se prépare à partir, en prenant toutes les armes et les fournitures dont ils auront besoin pour survivre. Alors que les autres se dirigent vers la sortie, David ouvre la porte, provoquant l'entrée massive de démons dans le bunker. Cette créature humanoïde le charge, mais le père l'asperge avec un extincteur et la ralentit, réussissant à s'enfuir juste à temps. Ok, il était clair dès le début que la présence de ce soldat était une mauvaise chose. David devait faire confiance à son instinct dès le départ. Si c'était moi, j'aurais testé secrètement l'histoire du soldat en lui posant des questions sur sa relation avec mon oncle. Ce type prétend que son père et mon oncle ont fait la guerre ensemble. Si j'inventais un mensonge sur le temps passé par mon oncle dans l'armée et que je demandais au soldat « Comment votre père a-t-il survécu aux manœuvres en Équateur ?» et que l'oncle Ted n'arrêtait pas de s'en plaindre, le soldat serait obligé de se dévoiler. Il devrait prendre un risque, soit en corrigeant la déclaration selon laquelle le bataillon ne s'est jamais entraîné en Équateur, soit en confirmant que son père a également servi dans ce pays. Ça nous permettrait de le prendre en flagrant délit de mensonge. Et comme nous sommes 6 fois plus nombreux que lui, il serait beaucoup plus facile de le prendre au dépourvu. Tant que le soldat continuera à croire que nous ne le soupçonnons pas, il essaiera de faire comme si tout était normal pour ne pas éveiller les soupçons. Le type ne tient même pas son arme pendant qu'il mange, et il laisse des gens comme la tante aller et venir librement. Je ferai semblant d'aller chercher du ragoût dans le garde-manger, puis je fouillerai l'autre pièce à la recherche d'une arme que je pourrais utiliser pour lui tendre une embuscade en revenant de la pièce. Dans la zone où on prépare les repas, il y aura probablement plusieurs couteaux ou même de l'eau bouillante que nous pourrions utiliser pour le neutraliser avant qu'il ne puisse saisir son arme. Ce type a empêché l'oncle d'ouvrir sous la menace d'une arme, et n'est manifestement pas digne de confiance. Il n'y a aucun intérêt à le laisser mener la famille à son véhicule, alors que la Jeep de l'oncle est garée sous un camouflage juste à l'extérieur. Même si les créatures encerclent le bunker, il est moins risqué d'atteindre le véhicule à quelques mètres de là que de marcher des heures dans la nature pour trouver le véhicule du soldat. Le soldat n'est absolument pas indispensable, et la famille aurait dû l'utiliser comme appât. Une fois le soldat maîtrisé, ils auraient dû lui attacher les mains et attacher un téléphone portable à ses vêtements. Ils peuvent ensuite le forcer à sortir par la porte arrière du bunker et déclencher une alarme sur le téléphone avec le son au maximum. L'alarme attirera les créatures vers lui et les éloignera de la porte d'entrée. Sans aucune arme, le soldat sera obligé de courir le plus loin possible du bunker pour s'échapper, en emportant les créatures avec lui puisqu'elles seront attirées par l'alarme. Ça donnera à la famille une excellente occasion de courir vers la Jeep de l'oncle depuis la porte d'entrée. Une fois dans le véhicule, ils seront libres de suivre le plan du soldat et de se rendre à la raffinerie ou de trouver un autre endroit sûr où s'enfermer jusqu'à ce que l'horreur s'estompe. Plus tard, le groupe se rend à pied sur un chemin de terre vers le véhicule du soldat. Bien que ses mains soient toujours attachées et que les autres ne lui permettent pas de porter une arme, le soldat ouvre la marche. La tente s'effondre sur le sol, subissant de plein fouet les effets de l'aggravation de sa blessure. Les autres l'aident à se relever et ils continuent à marcher. Mais il est clair que cette femme a besoin d'aide immédiatement. David et son ex se remettent à parler de leur situation commune. Et leur fils semble heureux que ses parents soient en meilleurs termes. C'est alors qu'ils aperçoivent un oiseau assis juste à côté du chemin. Il est immobile et semble mort. Tout le monde hésite à s'en approcher et veut continuer à avancer. Mais cette fille est curieuse et s'approche de l'oiseau. Au moment où elle touche son bec acéré, son petit ami l'appelle. Mais il est trop tard. Une autre créature se trouve à proximité, et elle enroule un tentacule autour de sa cheville. La jeune fille est entraînée vers une fosse sombre dans le sol, et elle crie à l'aide tandis que son petit ami s'accroche à elle pour la sauver. David s'efforce de détacher le tentacule du pied de la jeune fille, et son ex-femme tire sur la créature avec son arme à feu. Dans l'obscurité de la fosse, la créature regarde le groupe s'enfuir d'un air menaçant. Pendant qu'il s'enfuit, le soldat argumente avec David en disant qu'il est bien plus précieux pour le groupe s'il a les mains libres. Après une courte pause, David accepte et le libère. Quand il est seul, le soldat relève sa manche, révélant qu'il a été mordu au bras, et la blessure est gravement infectée. Après le lever du soleil, le groupe arrive sur une falaise et découvre que toute la ville a été détruite. Les bâtiments sont rasés, et de nombreux endroits sont en feu. Ils prennent un moment pour pleurer les milliers de personnes qui ont sans doute péri dans le chaos, avant de poursuivre leur route. Quelque temps plus tard, ils atteignent enfin la Jeep du soldat. Mais c'est alors qu'une horde de créatures apparaît au sommet de la falaise et commence à foncer sur le groupe. Alors qu'il s'apprête à démarrer le véhicule, la tante commence à délirer à cause de sa blessure. L'infection s'est propagée à ses yeux qui sont injectés de sang, et des veines noires sont apparues sur un côté de son corps. Perdant soudain le contrôle, elle saisit l'arme de son mari et tente de lui tirer dessus. Mais il esquive le coup. Elle sort du véhicule et son mari lui prend l'arme. Mais ça ne sert à rien. Les créatures massives l'envahissent complètement et la dévorent. Son mari hurle en voyant sa femme mourir, ce qui fait 3 survivants en moins et il en reste 6.
Les créatures foncent sur le véhicule, mais celui-ci démarre juste à temps, et le groupe s'en va avec les bêtes à ses trousses. Ok, le fait qu'ils emmènent cette femme infectée avec eux montre qu'ils ont envie de mourir. David aurait dû remarquer que la morsure l'affectait de façon visible et modifier son comportement. Puisque le sel tuait les créatures, il aurait pu essayer de soigner la femme avec, en lui donnant quelque chose à mordre pour étouffer ses cris. Il aurait pu essayer de saupoudrer du sel dans sa blessure pour voir si ça tue le virus provoquant l'infection comme ça tue les créatures. Si ça ne fonctionne pas, ils auront au moins tenté quelque chose pour sauver la femme. David aurait alors pu expliquer à sa famille qu'elle n'a pas d'autre choix que de la laisser derrière eux. Bien qu'il soit triste de quitter un être cher, il est clair que cette femme est condamnée quoi qu'il arrive. Et la dernière chose qu'elle souhaiterait est de causer la mort de sa famille. De cette façon, elle aurait encore eu le temps de dire au revoir à son mari et à sa famille avant que l'infection ne s'empare de son esprit. Ça aurait été une fin plus paisible que de perdre soudainement le contrôle en faisant une crise. Néanmoins, même si l'attente commence à devenir violente et se met à découvert, nous pouvons en faire un avantage et utiliser sa proximité avec la horde de créatures pour envoyer à ces monstres un cadeau mortel. La famille aurait pu dégoupiller les grenades qu'elle a récupérées dans le bunker et en charger la femme infectée. Ça aurait permis de gagner un temps précieux quand les créatures se ruaient vers elle, d'amener des grenades en plein milieu de la horde avant qu'elle n'explose. Pour éviter de prendre le risque d'être porteur de l'infection, David aurait également dû insister pour que tout le monde vérifie que personne n'a été mordu ou infecté avant que le groupe ne quitte le bunker. C'est important parce qu'ils vont tous porter des armes, et un survivant infecté pourrait facilement retourner son arme contre les autres quand il perdra le contrôle. On ne sait pas non plus si le fait d'être infecté peut avoir d'autres effets dangereux, comme le fait que la personne infectée émette des odeurs qui conduiront d'autres créatures vers le groupe. Les hommes et les femmes auraient pu aller dans des pièces séparées pour se déshabiller complètement afin de s'examiner mutuellement et d'essayer de repérer toute morsure suspecte. Nous n'avons plus aucune pudeur à ce stade, et le fait qu'un étranger voit votre tatouage embarrassant est un petit prix à payer pour pouvoir survivre. Sans survivants infectés pour les ralentir ou pouvant se retourner contre eux au pire moment, la famille aurait eu bien plus de chances de survivre à la randonnée à découvert qu'ils prévoyaient de faire. Le groupe atteint la raffinerie et découvre que les portes sont grandes ouvertes. Les choses ne se passent pas comme prévu et quelqu'un ou quelque chose est déjà à l'intérieur. N'ayant pas d'autre choix, ils prennent leurs armes et se dirigent vers l'intérieur du bâtiment. Tout semble calme, mais quelque chose rôde encore. Les autres trouvent des kits de premiers soins et soignent leurs blessures, pendant que David et le soldat vont allumer l'électricité. Sur le chemin du retour, ils aperçoivent les cadavres de soldats qui jonchent l'installation, et ils se précipitent pour rejoindre les autres. Le groupe sait que la raffinerie n'est pas sûre, et il se prépare à devoir repousser des créatures. Mais il y a un problème. Le soldat ne va pas bien. Il transpire et se tient la tête alors que l'infection se propage, mais il n'en parle toujours pas au groupe. Tout à coup, une créature humanoïde aux dents terrifiantes l'attaque par derrière. Mais David s'en prend à lui, sauvant ainsi le soldat. Les deux hommes luttent contre les attaques de la créature et lui tirent dessus des dizaines de fois. Elle se débat, mais ils parviennent finalement à tuer la bête. Le cadavre grésille et se dissout en cendres puis en liquide en un instant. Alors que tout le monde se tient devant ses restes, le soldat s'enfuit. Il s'enferme dans une pièce sécurisée tandis que les autres frappent à la porte. Mais il n'écoute pas. Le soldat enlève sa veste, découvrant la propagation de l'infection sur son corps. Des veines noires remontent le long de sa poitrine jusqu'à son visage. Il veut juste sauver sa peau, et il est heureux de laisser les autres mourir tandis que les créatures envahissent le bâtiment. Comprenant qu'il est impossible d'atteindre le soldat, la famille poursuit son chemin. Il se barricade dans une autre partie de la raffinerie. David touche un tuyau et découvre des résidus de sel. Il réalise alors qu'ils peuvent installer une solution d'eau salée dans les sprinklers et les activer dans toute la raffinerie. Le sel étant mortel pour les créatures, tous les monstres dans l'usine pourront être tués s'ils parviennent à faire fonctionner ce plan. David part seul pour activer l'eau salée, tandis que sa famille se rend dans la salle de contrôle où les sprinklers peuvent être déclenchés. Il grimpe à une échelle et trouve une valve qui mène au réservoir de circulation de l'eau salée. Il aperçoit une créature qui se nourrit d'un corps à proximité, mais il ouvre quand même la vanne en essayant de rester le plus silencieux possible. Ça fonctionne, et l'eau salée commence à remplir le réservoir. David grimpe dans les conduits d'aération pour retrouver sa famille, mais la créature l'a entendu. Alors que le père rampe dans les conduits, il entend des cliquetis indiquant que la créature s'est engouffrée derrière lui et qu'elle le rattrape. Il essaie de se dépêcher, mais il est trop tard. La bête est trop rapide et se jette sur lui, grognant et griffant ses jambes tandis que le père tente de s'enfuir. David la repousse d'un coup de pied, mais il se rend compte qu'il n'a pas d'autre arme. En dernier recours, il prend la réserve de sel à sa ceinture et la jette sur la créature. Elle réagit immédiatement à l'assaut en criant et se désintègre sur place. Ok, c'est la pire idée que le groupe ait pu avoir. Ils sont venus à la raffinerie pour deux raisons principales, soigner les infectés et obtenir la protection des soldats qui sont censés être là. Comme la tante est morte et que les soldats ont subi le même sort, la raffinerie est désormais l'endroit le plus dangereux où ils pourront se trouver au cours des prochaines heures. Pendant le précédent jour du jugement, les créatures se sont toutes engouffrées dans le puits de la raffinerie au bout de 24 heures. Ça signifie que si elles suivent le même schéma cette fois-ci, la raffinerie sera le seul endroit sur Terre qui est garanti d'être envahi par les créatures dans quelques heures à peine. David aurait dû se rappeler que le groupe a marché pendant des heures dans le désert jusqu'à ce que le jour se lève, et qu'il n'a été attaqué par aucune
créature. Les endroits ruraux comme celui-ci seraient les plus sûrs pour les prochaines heures, parce que les créatures sont attirées par le bruit et la nourriture, et le désert est silencieux et vide. Dès qu'ils ont vu que les soldats de la raffinerie étaient tous morts, David aurait dû ramener sa famille dans le véhicule et retourner dans une zone non peuplée. La mer ou n'importe quelle étendue d'eau salée serait parfaite. Comme les créatures ne peuvent pas toucher l'eau salée, les survivants peuvent nager ou prendre un radeau de fortune jusqu'à la mer, où ils seront protégés par des dizaines de milliers de litres d'eau salée. S'il n'y a pas de mer à proximité, David peut les ramener au cœur du désert. Étant donné que les créatures retourneront bientôt à la raffinerie, il devrait éviter les routes menant aux grandes villes. Les créatures qui terrorisent actuellement ces villes emprunteront probablement ces routes pour retourner à la raffinerie. Il devrait donc plutôt s'éloigner le plus possible de la civilisation et se rendre dans des zones où il n'y a absolument aucune activité humaine. Là, la famille pourra attendre tranquillement les dernières heures avant que les créatures ne repartent. Si elle décide tout de même d'entrer dans la raffinerie, la famille devrait au moins traiter l'endroit comme le piège mortel grouillant de créatures qu'il est en réalité. Ils ont déjà constaté que les monstres peuvent escalader les tuyaux et laisser des corps en hauteur, et qu'il y a des créatures partout dans la raffinerie qui mangent des cadavres humains. Ça signifie qu'il n'est pas prudent de se déplacer dans les couloirs principaux où ils peuvent facilement être vus et entendus. En revanche, s'ils se déplaçaient d'une pièce à l'autre par les conduits d'aération, ils seraient à l'abri de ces monstres tant qu'ils ne remarqueront pas que des humains rampent discrètement à l'intérieur. Ces créatures ne semblent pas particulièrement intelligentes. Elles ont passé des heures à frapper sans réfléchir sur la porte du bunker au lieu de chercher la porte de derrière ou d'autres points d'entrée. Elles semblent également se concentrer sur la consommation de leurs victimes et ne réagissent pas aux nombreux bruits provenant des machines de la raffinerie. Ça signifie que si le groupe passe par les bouches d'aération, les créatures ne remarqueront pas les bruits qu'ils font parce qu'ils ne seront pas différents de ceux de la machinerie. Tout ce que les monstres verront en regardant la bouche d'aération, c'est un tuyau métallique inintéressant au plafond qui ressemble aux nombreux autres tuyaux et valves qui l'entourent. La famille atteint la salle de contrôle tout en haut de la raffinerie, mais elle constate que des créatures les ont repérées et grimpent le long des tuyaux pour les attaquer. Au même moment, David s'approche d'un interphone et annonce dans les haut-parleurs de l'usine que sa famille doit déclencher l'alarme incendie. Ça permettra de libérer de l'eau salée sur les créatures et de sauver tout le monde. La famille repère le levier à proximité, mais les créatures sont arrivées et bloquent le passage. N'ayant pas d'autre choix, l'oncle dit au skater de prendre soin de sa famille, et il charge les monstres en se sacrifiant. L'oncle parvient à en abattre quelques-uns avec une hache, mais il l'encercle et le submerge rapidement. La famille tire sur les démons pour les ralentir, mais ce n'est pas suffisant. Ils enfoncent leurs griffes dans l'homme et le mettent en pièces sous le regard impuissant de la famille. Et ça fait 4 survivants en moins, et il en reste 5. Une fois ses ennemis distraits, le skater parvient à atteindre l'alarme et tire sur le levier. Ça active les sprinklers et il pleut de l'eau salée sur tout le monde. Le plan fonctionne. Les créatures sont aspergées de solutions salines et tombent sur place, se dissolvant dans une bouillie dégueu en mourant. La famille regarde le corps de l'oncle quand l'eau s'arrête, reconnaissante de son sacrifice. Il commence à retourner auprès de David, mais soudain une grande agitation se fait entendre à l'extérieur. Le jour du jugement est presque terminé et les créatures de tout le pays commencent à retourner dans l'abîme d'où elles sont venues. Vague après vague, les créatures se déversent dans la raffinerie et redescendent par le puits jusqu'au cœur de la terre. Des milliers d'oiseaux s'envolent vers les cheminées de la raffinerie, tandis que des milliers d'autres créatures se jettent dans le puits au sol. Alors qu'elle s'enfuit, la famille est stoppée net dans sa course. Le soldat est revenu et se dresse sur leur chemin, un pistolet à la main. Il est maintenant complètement infecté et a perdu toute trace d'humanité. Il tire une balle dans l'épaule du skater et menace le reste de la famille. Le soldat est convaincu que la fin du monde est proche et que la Terre n'appartient plus à la race humaine. Au moment où il lève son arme pour les tuer tous, David apparaît et lui tend une embuscade. Il assomme l'homme à l'aide d'un extincteur et s'empare de son arme. Alors que le père retrouve sa famille recroquevillée au sol, ils entendent un bruit terrifiant. Une énorme créature avec des mandibules géantes et des dizaines de pointes en guise de pattes surgit d'en bas. David tire sur le genre de 1000 pattes géants avec le pistolet du soldat, mais la créature ne bronche pas. En un instant, elle s'empare du soldat et commence à le dévorer tout entier. L'homme ne peut que hurler de douleur alors qu'il est écrasé et dévoré par l'affreuse créature. Ça fait 5 survivants en moins et il en reste 4. Ok, l'utilisation de l'eau salée était un coup de génie, mais elle n'aurait jamais dû être gaspillée aussi rapidement. Comme ils l'ont vu, l'eau saline du réservoir n'a même pas coulé une minute avant que les sprinklers ne s'épuisent. Un bâtiment de cette taille comporte des centaines d'arroseurs, tous reliés au réservoir central. Dans la salle du réservoir d'eau, David aurait dû chercher un panneau de contrôle pour éteindre tous les sprinklers à l'exception des plus importants. Les seuls sprinklers dont la famille avait besoin étaient les 3 au-dessus de l'allée menant à la salle de contrôle pour protéger la famille et un autre au-dessus d'un endroit choisi par David pour se protéger lui-même. Tous les autres sprinklers au-dessus des parties vides du bâtiment étaient inutiles. Si le groupe était parvenu à réduire le nombre d'arroseurs activés de 200 à seulement 4, le temps qu'ils auraient pu passer protégés par la pluie d'eau salée serait passé de 50 secondes à près de 42 minutes. Dans le même esprit de conservation de l'eau salée, la famille aurait pu envisager de transformer l'eau en arme à distance. En prenant des bouteilles ou des sacs d'hydratation dans le bunker ou dans la salle d'approvisionnement de la raffinerie, ils auraient pu les remplir d'eau salée. Chaque fois qu'une créature tentait d'attaquer, David et sa famille auraient pu pointer la buse du sac vers elle et pulvériser de l'eau salée mortelle sur son corps. L'utilisation de sel provenant d'une simple salière s'était déjà avérée efficace, et cette méthode aurait permis aux survivants de pulvériser du sel plus loin et sur une plus grande surface.
Comme la famille l'a vu, l'autre menace dont ils auraient dû se préoccuper était le soldat infecté. Contrairement aux créatures, il est humain et ne sera pas arrêté par l'eau salée. La porte de la pièce dans laquelle il s'est enfermé pivotait vers l'extérieur. Ça signifie que si nous avions poussé des pièces de machinerie lourdes devant la porte, il serait resté piégé à l'intérieur et n'aurait pas pu nous tendre d'embuscade au moment où nous nous y attendions le moins. Un autre avantage de le piéger ici est que ça l'aurait incité à gaspiller ses munitions. Le soldat n'avait qu'un seul pistolet, qui peut généralement contenir jusqu'à 17 cartouches. Quand il se sera rendu compte qu'il ne peut pas sortir de la pièce, il se mettra probablement à paniquer et essaiera de s'échapper. Comme notre lourde barricade ne bougera pas, il tentera peut-être de tirer sur la serrure et la porte. Si la famille se moque de lui depuis l'extérieur alors qu'il est bien caché dans ses quartiers, il pourrait même s'énerver suffisamment pour essayer de les faire tomber avec lui en leur tirant dessus à travers la porte. Le but étant de lui faire gaspiller toutes ses munitions pour que, s'il s'échappe pendant que les autres combattent les créatures, il soit affaibli par l'infection et complètement désarmé. Après avoir récupéré le scatter blessé, la famille s'enfuit dans un couloir suivi de près par le genre de 1000 pattes monstrueux. Ils atteignent une petite salle d'approvisionnement et s'enferment à l'intérieur. Mais le groupe a un plan pour tuer la créature. David se démène pour trouver un grand récipient tandis que les femmes commencent à y verser des produits chimiques et du sel, et à tout mélanger. La prof trouve un rouleau de ruban adhésif et il commence à enrouler le scotch sur le couvercle, rendant le récipient rempli de produits et de sel étanche à l'air. La pression commence à monter dans le récipient à mesure que la réaction chimique à l'intérieur devient de plus en plus volatile. C'est à ce moment-là que le mille-pattes trouve la pièce où ils sont. Il sent que la famille est à l'intérieur, et il grogne à travers le panneau de verre. Il enfonce la porte et elle se brise vers l'intérieur sans le moindre effort. Puis, la créature se prépare à charger la famille. David lui lance une hache, mais la créature reste impassible. Il voit le mélange réagir dans le contenant à ses pieds et donne un coup de pied dans le récipient de produits chimiques, l'envoyant vers la créature. La bombe chimique de fortune commence à embuer le visage de la créature, puis explose. Le sel et les produits chimiques réagissent immédiatement au contact de la bête. Celle-ci se tord de douleur et se débat, impuissante, avant de se dissoudre sur le sol. La dernière créature ayant été vaincue et les autres ayant regagné les profondeurs de la terre, la famille pousse un grand soupir de soulagement. Ils se serrent les uns contre les autres et commencent à rire d'incrédulité. La famille se dirige finalement vers la sortie et sort de la raffinerie pour constater que le monde extérieur est à nouveau à l'abri de ces créatures des profondeurs de l'enfer. Le skater et sa petite amie s'embrassent, reconnaissant l'un envers l'autre d'avoir survécu au péril de cette journée. David et son ex-femme s'enlacent, leur relation s'étant clairement arrangée après avoir été forcés de travailler ensemble pour sauver leur famille. Les deux couples s'éloignent accrochés l'un à l'autre en s'aventurant à nouveau dans le monde, prêts à affronter une nouvelle journée. Pendant ce temps, les rues sont en ruine. De nombreux bâtiments sont en feu et certains ont été entièrement démolis par les événements de la journée. Ceux qui ont eu la chance de survivre feraient mieux de profiter au maximum du temps qui leur est donné. L'origine et les motivations de ces créatures restant totalement inconnues, les survivants devraient à présent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour déchiffrer le code qui leur permettra de battre le prochain jour du jugement. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Day of Reckoning, le jour du jugement? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.